Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Docteur Chamberlain, vous avez été mêlé à cette affaire, vous l'avez analysé beaucoup, vous l'avez suivi vraiment depuis le début. Votre réaction à vous, d'abord, on a entendu deux extraits, hein? Le procureur de la Couronne, qui s'opposait, mais qui dit on doit respecter les règles de droit, et la réaction de la famille. Votre réaction? Mais c'est tout à fait compréhensible que des gens soient choqués, que des gens réagissent fortement. Faut comprendre que ce n'est qu'une étape dans le procès. Ça ne présume pas de la décision finale, mais il y a quelque chose qui peut choquer hein, si on dit simplement que M. Turcotte est remis en liberté. On l'a bien vu, il y a quand même des conditions à respecter, il y a un suivi à respecter, et le juge qui a pris cette décision-là avait des règles bien précises à suivre. Il faut rappeler aussi qu'il y avait un précédent. Il avait été remis en liberté par la commission d'examen pendant une certaine période. Il s'était bien comporté, donc il fallait tenir compte de tout ça. On va y revenir tout à l'heure sur la dimension psychiatrique, parce que depuis le début de cette affaire, Mme Gaston remet en cause la qualité des évaluations psychiatriques qui ont amené un jury à décider de la non-responsabilité criminelle. Et en même temps, aujourd'hui, si j'ai entendu ça de la part de la famille ou des proches, à savoir, bien, c'est les mêmes psychiatres qui ont pris la décision. Donc, on s'en remet au même type d'expertise pour arriver à une même décision. Est-ce que vous vous sentez, vous, médecins, psychiatres et la communauté de médecins remis en cause, étant donné la nature des faits et de la nature de la défense qu'il pourrait encore présenter, celle de troubles mentaux? C'est sûr que la psychiatrie est très interpellée dans ce dossier-là. Premièrement, ce n'est pas les mêmes psychiatres qui étaient au procès qui ont évalué son danger. Deuxième des choses, le danger avait été évalué par la commission d'examen, dont c'est le rôle, j'ai envie de dire, de façon mur à mur, là, par 5 personnes sur le tribunal, pour en arriver à la conclusion qu'il n'était pas dangereux. Il a été libéré pendant 1 an et pendant cette année-là, il n'a pas présenté de signe de danger. Donc, le critère du danger, c'est sûr que ça demeure subjectif, mais on pourra en reparler. On a des tests pour évaluer ça, on a des critères objectifs, on a des résultats. Donc, il y a une partie subjective, il y a une partie qui est aussi très objective dans l'évaluation du danger. Très bien. Madame Otis, on le constate, à peine rendu ce jugement, d'abord, on entend un membre de la famille des victimes dire les criminels ou les meurtriers ont plus de droits que les victimes. Alors, tu sais, la justice est représentée par une balance. Est-ce que... Votre réaction d'abord à cette décision-là? Bien, c'est une décision qui applique techniquement tous les critères qui sont élaborés pour les remises en liberté. Il examine la gravité des crimes, il examine les circonstances dans lesquelles il réfère d'ailleurs au jugement de la Cour d'appel en examinant les circonstances entourant la perpétration, le fait que le prévenu encourt une très longue peine d'emprisonnement, puis ensuite il se dirige vers le critère qui est la déconsidération de l'administration de la justice. Oui. Il examine en pondérant chacun des éléments, si on le gardait, si on le laissait libre, en quoi ceci pourrait miner la confiance du public. Et c'est à l'examen de toute cette preuve qui a été faite devant lui, et comme vous le dites, c'est une longue preuve et une preuve médicale qui a été faite, qu'il décide. Comme le disait Jean-Claude Hébert ce matin, c'est une décision qui est raisonnée. Tous les critères techniquement sont appliqués et sous le couvert, bien sûr, de la présomption d'innocence et sur le fait que la liberté au Canada, dans la Charte canadienne des droits, est fondamentale. Ouais. Alors, on va lire le paragraphe 84 du jugement parce qu'on veut expliquer aux gens comment... Parce que tout le monde ne lira pas le jugement, là, 18 pages, 90 et quelques paragraphes. Le paragraphe 84, je vous le lis. « Le tribunal n'est pas insensible à la très forte médiatisation, mais malgré l'indignation public face à l'incompréhension des gestes posés, la règle de droit se doit de continuer à s'appliquer. Telle est la garantie que nous donne une société libre et démocratique. » Moi, aujourd'hui, j'ai entendu même dans les corridors, en sortant, des gens qui disent « Ils s'en tirent bien, Turcotte, là. Regarde, on a juste à régler nos comptes, puis on va s'en tirer bien, là. » C'est la réaction populaire. Il y a un climat de tribunal populaire en ce moment, d'opinion publique contre le système de droit. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est assez juste. Je pense qu'il est légitime, ce qu'on entend, ou l'indignation ou la colère, ce sont des réactions qui sont légitimes. Lorsqu'un juge ou une juge doit apprécier le discrédit ou doit apprécier l'opinion publique à l'intérieur du contexte d'une requête de remise en liberté, c'est tout autre chose. Il faut toujours se rappeler que l'institution judiciaire, celle que nous avons, n'est pas ni au-dessus, ni en dessous, ni à côté de l'activité humaine. Elle se superpose à
toutes les activités humaines et elle l'examine dans une sphère neutre. Et c'est ça pourquoi c'est si important et c'est le fondement de la démocratie, l'institution judiciaire, c'est une sphère de neutralité et d'indépendance. Et on le fait en examinant la règle de droit au premier chef. On n'a pas le choix. Et les personnes qui sont furieuses aujourd'hui ou qui sont indignées doivent toujours se dire, si c'était un membre de ma famille ou mon fils ou ma fille qui se retrouvait dans une telle position, j'apprécierais savoir qu'il existe au Canada des tribunaux qui sont indépendants et qui sont neutres. C'est très important. Et ceci ne va pas pour moi à examiner si le jugement est bien ou mal fondé. J'ai pas eu le bénéfice de l'appréciation de la preuve, mais je dois vous dire que les juges, lorsqu'ils le font, lorsqu'ils examinent la déconsidération, le discrédit que peut apporter, par exemple, la mise en liberté, par exemple, ils le font toujours en retrait de l'opinion publique, tout en l'accueillant ou en la considérant. Mais dans le comportement humain, Gilles Chamberlain et le juge André Vincent, qui avait présidé le procès où le juge Delisle a été condamné, c'est ça? Comme juge ad hoc à la Cour d'appel, si je me souviens bien. Mais il cite 2 cas. Le cas Sorella, le cas Gauthier. 2 femmes qui avaient tué leurs enfants, qui ont été remises en liberté et finalement trouvées coupables. Ici, toute la question du trouble mental fait partie encore des moyens de défense envisagés. Le juge le dit bien. On ne sait pas ce qui va se passer au 2e procès, qui arrive pour plusieurs bien trop tard, là. Tout à fait. Et les critères sur lesquels le juge devait se baser aujourd'hui présument en rien de la décision qui est à venir. Il ne faut pas confondre les deux. Tout à fait. C'est pas comme une première étape qui est franchie. C'est simplement dire, en attendant qu'on puisse se prononcer, et tant qu'on peut... Notre système est fait que les individus sont considérés innocents jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. Et tant qu'on ne peut pas se prononcer, quelles sont les règles qui nous permettent de remettre quelqu'un en liberté? Ces règles-là existent et s'appliquent à tout le monde. On les a appliquées au cas de M. Turcotte et on arrive à cette conclusion-là. Ouais. On ne peut pas non plus changer tout un système, même si on a une impression subjective que là, il y a une injustice. Ce qu'on attend aussi, puis je le soumets très, très, très simplement, comment ça, la présomption d'innocence? Il a admis qu'il a tué ses enfants. Si vous me posez la question à moi, oui, effectivement, mais il y a 11 jurés, 11 citoyens qui ont dit qu'il n'était pas responsable quand il l'a fait. Le juge ne peut pas faire abstraction de ça non plus. De la conclusion du premier procès. Ouais. C'est une remise en liberté provisoire. Ouais. Ça n'est que pour une courte période et c'est une remise en liberté extrêmement encadrée, si vous voulez mon avis. Et il y a couvre-feu, il est encadré mur à mur. Alors, il est en liberté. Maintenant, c'est certain que si le procès était tenu dans 2 ou 3 mois, je ne crois pas qu'on entendrait la vindicte populaire ou une indignation si grande. C'est peut-être le fait que le procès sera tenu dans 1 an qui fait « Ah, il est encore en liberté pour 1 an qu'on entend. » Il a déjà été quand même incarcéré, alors disons privé de sa liberté pendant 57 mois. Mais c'est certain que si le procès était à venir dans les prochains mois, très rapidement, il y aurait sans doute on dit « Bah, écoutez, il est en liberté provisoire en attendant son procès pour 2 ou 3 mois. » Peut-être que ça fait partie d'un des éléments d'indignation. Ouais. Parce qu'on peut lire l'autre paragraphe, là, 83. Une mise en liberté provisoire ne signifie aucunement que le détenu est exonéré de la responsabilité criminelle qu'il encourt. Alors, l'autre raisonnement qu'on entend, c'est, bien, s'il pourrait être condamné pour meurtre ou même trouvé non criminellement responsable, de toute façon, il s'en ira en prison. À quoi bon le remettre en liberté en attendant? En quoi l'importance de la remise en liberté? C'est un raisonnement que je saisis plus ou moins, là, dans le sens que, oui, effectivement... Qu'est-ce qui gagne à être remis en liberté? Je vous donne des arguments, là, au ras des pâquerettes. Je vous dis, quand je parle du tribunal de l'opinion publique, ce sont des arguments qu'on voit sur les réseaux sociaux, des arguments qu'on entend. Oui, effectivement, dans ce cas-ci, si j'ai bien compris, les choix qui s'offriraient, là, je présume, c'est soit qu'il soit condamné ou soit qu'il soit non responsable. Donc, le raisonnement, si je comprends bien, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il ne serait pas chez lui. C'est bien ce que je comprends. Mais c'est que le système de droit n'est pas fait comme ça. Il y a des critères précis que le juge doit évaluer, puis il peut pas faire abstraction de ces critères-là parce qu'on est dans un cas où le crime est particulièrement odieux. Il a fait la pondération de tous ces éléments-là. Il a qualifié le crime d'horrible. Hein. Il a pris en compte l'intérêt public et, comme je le disais au début, c'est légitime. Peut-être qu'il y a de l'incompréhension de la part de la population. Et de la famille. Et de la famille principalement, bien sûr, et de l'indignation. Mais la règle de droit prime
et les facteurs que sont l'opinion publique et la déconsidération de l'administration de la justice ont été sous-pesés et analysés dans ce jugement-là. Je ne sais pas quelle sera la position du ministère public, mais j'ai entendu un extrait. Maître Verret, c'est le plus haut respect pour cette décision-là. C'est une décision qui est, comme disait Maître Hébert, qui est très raisonnée. Tous les critères ont été examinés l'un après l'autre. Un autre paragraphe du jugement, si vous voulez bien. Le tribunal est confiant qu'un public bien informé, le paragraphe 92, bien informé, ne considérerait pas que la décision minerait sa confiance dans l'administration de la justice, tout au contraire. Est-ce que là, à ce moment-ci, avec la réaction qu'on observe aujourd'hui, est-ce que on peut penser... Il y a très certainement des citoyens qui ne croient plus au système de justice aujourd'hui, qui disent, bien lui, s'en est tiré, puis il s'en tire bien, parce que ça, sans doute, on entend toutes sortes de choses, là. Dans les décisions de la Cour suprême, le public bien informé, c'est un public qui comprend l'existence de la présomption d'innocence à toutes les étapes du processus pénal. C'est un public qui comprend que la notion de présomption d'innocence n'est pas théorique, mais qu'elle doit être appliquée en pratique. C'est un public qui connaît le fonctionnement de la procédure pénale et ce n'est pas un public qui va lire les entrefilets dans un journal ou va entendre, avec tout le respect que j'ai pour vous, un bulletin de nouvelles pendant 5 minutes, un bulletin de 5 minutes. C'est un public qui va avoir probablement eu un certain accès aux témoignages ou avoir lu des experts. C'est vraiment le public bien informé dont on parle dans les décisions de la Cour suprême. Et je réfère à l'excellente analyse faite par ma cour, la Cour d'appel, dans la motte faite par le juge Baudouin, qui va étudier le critère de la déconsidération de l'administration de la justice en détail, en expliquant vraiment d'une manière, je dirais, judicieuse, cette notion de public bien informé. C'est pas suffisant de dire les gens en veulent pas ou le public est fâché. Il faut vraiment intégrer le public bien informé à l'intérieur des critères pour sous-peser la requête pour remise en liberté. Est-ce que ça vous inquiète de voir que dans le public, la compréhension du droit et de l'importance de la règle de droit ne soit pas mieux acceptée ou comprise? Savez-vous pourquoi? Parce que le crime est horrible. C'est vraiment pour ça. Vous savez, il faut quand même se dire que dans toutes les communautés humaines... Toutes les communautés humaines, quelle que soit la religion, la langue, l'ethnie, toutes les communautés humaines ont une réprobation générale pour les crimes qui sont commis à l'endroit des personnes vulnérables. Les enfants, les personnes âgées, les personnes affectées d'un handicap et pendant plusieurs siècles, les femmes. Alors, tous les crimes qui sont commis à l'endroit des personnes vulnérables, que l'on soit bien éduqué ou pas, c'est comme instinctif, on protège les gens vulnérables. Je dirais que c'est à cause de la gravité des crimes commis, c'est proportionnel à l'indication de la population. C'est peut-être pour ça que les gens pensent aujourd'hui que le système de justice n'a pas protégé non, je veux rassurer les gens, le système de justice protège les gens. Ici, c'est une remise en liberté provisoire. Ce n'est pas une décision au procès. Cette décision sera prise conformément aux règles de la procédure pénale. Bon. On peut, le juge Vincent laisse entendre, de toute façon, que dans les verdicts possibles ou dans des moyens de défense, il les examine tous, hein, y compris le fameux article 16. On va écouter, je pense, on a un autre extrait sur l'article 16, justement, du frère d'Isabelle Gaston. J'ai-tu droit à l'article 16 aujourd'hui? J'aurais-tu le droit à cet article 16? J'ai un trouble d'adaptation face à ça. J'en ai un gros. J'en ai un sérieux doute dans mon esprit, en ce moment même. Mais chose est sûre et certain, c'est que quand on paye des experts pour biaiser un jury, que deux pôles ne rejoignent pas, un dit l'autre, c'est sûr qu'un doute va s'installer. Il est déprimé quand il fait face à la justice, puis quand c'est le temps de faire face à la justice, il est tout correct. Mais ça, là, la lumière s'allume, la lumière se ferme. C'est peut-être bon pour tous les experts de la planète, mais pour moi qui l'ai côtoyé pendant 10 ans, ça passe pas, puis ça passera jamais. La question de ma collègue qui couvrait l'événement, Valérie Michaela Bain, qui parlait des psychiatres, justement, puis il dit, lui, l'article 16. Alors, on pense, il pourrait y avoir ce moyen de défense de troubles mentaux. Et dans le jugement, on dit bien que c'est un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Il y a eu, dans sa dépression récente, des signes de psychose qu'on n'avait pas vus apparaître auparavant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... est-ce que ça veut dire que le trouble d'adaptation, puis ça fait débat chez les psychiatres, va être élevé à un niveau tel que ça devient
une défense possible pour non-responsable. Ce qu'il dit, en fond, le frère, c'est qu'on a juste on en veut un article 16, on a aussi... Il y en a un trouble d'adaptation. Lui, il est heurté par ça. Donc, il ne s'adapte pas à la décision du juge. C'est un peu ça qu'il dit, là. C'est le gros bon sens, puis il a sans doute raison d'être fâché, lui. Ah, absolument. Ouais. On comprend ça. Ce qui a été décidé dans le cadre du procès, il faut savoir que ce n'est pas basé sur un diagnostic. L'article 16, encore là, il y a des critères précis. Est-ce que quelqu'un comprend le geste qu'il est en train de commettre? Est-ce qu'il sait que c'est mal? Et c'est pas basé sur un diagnostic. On peut pas dire que parce que quelqu'un est en psychose, automatiquement, il va être non responsable. Puis si c'est juste un trouble d'adaptation, il ne sera pas. Les diagnostics, c'est de la médecine. Quand on transpose ça devant le tribunal, il y a un jury, des juges qui doivent évaluer est-ce que l'intensité des symptômes qu'il avait à ce moment-là, indépendamment du diagnostic, sont suffisants pour rencontrer les critères. Et quand on dit que les psychiatres ont influencé la décision, mais il faut se souvenir que dans des débats contradictoires comme ça, des psychiatres, il y en a des deux côtés. Fait que pour un qui réussit à influencer une décision, il y en a un autre qui n'a pas réussi. C'est sûr que quand la décision, on n'est pas d'accord avec, on peut dire que les psychiatres qui ont influencé la décision d'un côté, on n'aurait pas dû les écouter, mais il y en avait un autre côté qui tenait une thèse opposée que les jurys n'ont pas retenue. Et ça pourrait se reproduire dans un éventuel procès, à moins qu'il y ait un règlement. Oui, mais c'est probable que la question psychiatrique va se retrouver encore là. C'est probable qu'il va y avoir encore des psychiatres des deux côtés. Et à ce moment-là, inévitablement, il y a un côté qui va être retenu et l'autre qui ne le sera pas. Mais on ne peut pas juste blâmer la psychiatrie là-dedans. Là. Il y a deux opinions et c'est les jurys qui tranchent. Et les jurés sont maîtres des faits. Tout à fait. Instruits par le juge quant au droit, mais maîtres des faits. Et il faut avoir parlé à des gens, à des jurys qui ont fait des procès et qui vont vous dire... je fais maintenant toute la distinction entre juger à partir de ce que je lis dans les journaux et de ce que j'entends et avoir été assis, entendre un procès complètement, été instruit des règles de droit par le juge. Je ne vois plus la justice de la même manière. Je dis aux gens, ayez confiance, notre système de justice pénale est un système qui est excellent et l'un des meilleurs systèmes au monde. Mais peut-être un peu lent. Un peu lent, là. Un peu lent. Je n'ai pas suivi pourquoi ça prend un an. J'ai vu que ça prendrait un an, mais je crois que l'opinion publique, si on parle de la large population et non pas du public informé, se questionne sans doute sur le temps que ça prend. Cette période d'un an, puisque surtout il s'agit d'un deuxième procès. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé votre réflexion sur ces sujets controversés et délicats. Merci beaucoup, Dr. Chamberlain, Mme Otis. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.